C'est la plus grande crise humanitaire au monde selon l'ONU et pourtant on en entend très peu parler. Je parle de la guerre au Soudan qui entre aujourd'hui dans sa 3e année. Alors que se passe-t-il et pourquoi la situation est-elle si grave? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui exceptionnellement je remplace Hugo. On est parti pour un résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Avant de revenir sur les conséquences pour la population de cette guerre dévastatrice, rappelons comment elle a commencé. Le Soudan, c'est un pays situé en Afrique de l'Est, juste en dessous de l'Égypte, et il y a 2 ans, jour pour jour, le 15 avril 2023, un conflit a éclaté entre 2 camps. L'armée fidèle au général Fatah al-Burhan, qui est au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre 2021, et les forces de soutien rapide, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Pendant longtemps, ces 2 hommes ont été alliés. Ils avaient d'ailleurs mené ensemble le coup d'État d'octobre 2021, qui avait mené à la chute du premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Suite à ça, Abdel Fattah al-Burhan avait pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement militaire et Hemedti, commandant des forces de soutien rapide, était devenu le numéro 2 du régime. Mais il y a 2 ans donc, des membres des forces de soutien rapide de Hemedti ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan dans l'objectif de prendre le pouvoir à leur tour. Depuis, une guerre violente oppose les 2 camps pour prendre la tête du pays. À noter que les 2 camps sont soutenus par des forces extérieures, ce qui leur permet de tenir dans la durée. L'armée du général Fattah al-Burhan est par exemple soutenue par l'Égypte et la République islamique d'Iran, tandis que les forces de soutien rapide sont soutenues par les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, les forces armées soudanaises contrôlent le nord et l'est du pays, tandis que les forces de soutien rapide sont présentes dans le sud et contrôlent la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Mais alors, 2 ans après le début du conflit, quel est le bilan humain de cette guerre au Soudan? Je le disais, selon l'ONU, le Soudan fait face tout simplement à la plus grande crise humanitaire au monde. Alors le nombre précis de personnes tuées dans le conflit reste difficile à évaluer, mais il a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Par ailleurs, le pays compte environ 13 millions de déplacés, ce qui en fait la crise de déplacement la plus importante et la plus rapide au monde, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 70% d'entre eux sont restés à l'intérieur du Soudan et 29% ont fui vers des pays voisins comme le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud. À noter que la moitié des déplacés sont des enfants, ce qui représente environ 5 millions de personnes. En janvier dernier, les États-Unis ont accusé les forces de soutien rapide de commettre un génocide au Darfour, à l'ouest donc, alors qu'en septembre 2023, la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide avait parlé d'un risque croissant de génocide dans le pays. Selon Anthony Blinken, qui est encore secrétaire d'État des États-Unis en janvier, la qualification de génocide s'appuie sur des informations indiquant que les forces de soutien rapide commettent des meurtres systématiques d'hommes et de jeunes garçons, mais aussi des viols ciblés de femmes et de jeunes femmes du fait de leur origine ethnique. Il fait notamment référence aux Massali, un groupe ethnique non arabe qui vit principalement dans la région du Darfour et qui est la cible des forces de soutien rapide majoritairement arabes. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a confirmé dans un rapport publié la semaine dernière l'usage systématique du viol comme arme de guerre par les forces de soutien rapide, parlant de possibles crimes contre l'humanité. Les forces armées soudanaises sont aussi accusées de prendre pour cible des civils et des infrastructures civiles. Autre conséquence majeure de ce conflit, le Soudan subit une grave crise alimentaire avec près de la moitié de la population qui est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À noter par ailleurs que le Soudan est actuellement le seul pays au monde à être officiellement en proie à la famine, donc une pénurie extrême de nourriture, principalement dans les régions du Darfour et du Kordofan du Sud. Par ailleurs, les infrastructures ont été massivement détruites, notamment les hôpitaux ou les routes, ce qui complique les efforts humanitaires. Des maladies comme le choléra, la dengue et le paludisme se propagent, aggravant la situation. Mais alors, quelle est la réponse de la communauté internationale face à ce conflit et quelles sont les perspectives d'un prochain cessez-le-feu? Depuis le début de la guerre il y a 2 ans, les différentes tentatives de médiation pour résoudre le conflit ont échoué. En fait, selon les experts, le soutien militaire d'acteurs étrangers est un facteur clé de la prolongation du conflit. Je le disais, l'armée soudanaise est notamment soutenue par l'Égypte et l'Iran et les forces de soutien rapide par les Émirats arabes unis. Et en fait, cette intervention internationale, elle nourrit le conflit plutôt que de l'arrêter et les puissances étrangères poursuivent leurs propres intérêts géopolitiques dans la région qui est riche en ressources naturelles, notamment en or. En tout cas, ce mardi s'est tenue à Londres une conférence internationale sur le Soudan organisée par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Aucune négociation de paix n'est attendue lors de ce sommet puisqu'aucun des 2 belligérants n'a été invité. À noter que le gouvernement soudanais a critiqué l'invitation par le Royaume-Uni des Émirats arabes unis à ce sommet alors que le pays est accusé de livrer des armes aux forces de soutien rapide. En tout cas, d'après l'ONU, 4,2 milliards de dollars sont nécessaires pour fournir une aide humanitaire au Soudan en 2025. Il y a un mois, seuls 6,3% des fonds avaient été reçus. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou a réuni ce mardi plusieurs membres du gouvernement ainsi que des parlementaires et des représentants sociaux et syndicaux pour commencer à discuter du budget 2026. Ce comité d'alerte sur le
budget a pour objectif de trouver un moyen de réaliser 40 milliards d'euros d'économies en 2026. En fait, le ministère de l'économie cherche à réduire le déficit français de 5,4% du PIB en 2025 à 4,6% en 2026. Le PIB, c'est la richesse totale créée par un pays en un an, et si l'État possède un déficit, ça signifie qu'il dépense plus que ce qu'il n'est capable de produire et donc qu'il s'endette. Ici, l'argent public est notamment utilisé pour faire fonctionner au mieux les hôpitaux ou encore les écoles. Et pour diminuer ce déficit, faut donc faire des économies qui obligent un effort de 40 milliards d'euros l'an prochain dans les dépenses de l'État. Alors pour limiter ce déficit, les impôts peuvent par exemple être augmentés, ce qui a cependant été exclu pour les classes moyennes, selon le ministre de l'économie, Éric Lombard. Cette réunion permettra donc peut-être de trouver un début de solution à tout ça, on suivra ça. Deuxième actu, ça concerne la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen, puisqu'elle prévoit de passer la main au président du RN, Jordan Bardella, pour l'élection présidentielle dès septembre 2026 si sa peine d'inéligibilité est confirmée lors du procès en appel. Cette information a été apprise ce lundi par France Info et Le Figaro auprès de plusieurs membres de l'entourage de Marine Le Pen, alors qu'elle refusait jusqu'ici d'évoquer un plan B en vue de la présidentielle. Alors pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée en première instance le 31 mars à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Ça veut donc dire qu'elle ne peut se présenter à aucune élection pendant 5 ans. Elle a depuis fait appel et il va donc y avoir un nouveau procès. D'ailleurs, sur le sujet, Marine Le Pen avait déclaré mener un combat démocratique contre la condamnation en prenant, je cite, exemple sur Martin Luther King qui a défendu les droits civiques aux États-Unis. Mais la famille de Martin Luther King a dénoncé auprès de BFM TV une tentative de déformation. Selon eux, cette comparaison de Marine Le Pen porte, je cite, atteinte au sacrifice consenti par ceux qui se sont opposés à la haine et se sont battus pour la justice. Martin Luther King, qui est mort assassiné en 1968, est un militant qui a notamment obtenu le prix Nobel de la paix pour son combat non violent contre le racisme. Troisième actu, plusieurs prisons, notamment à Toulon, Marseille, Nanterre ou encore Villepinte, ont été attaquées dans toute la France dans la nuit de lundi à mardi, selon le ministère de la Justice. Il y a eu des tags, des incendies de véhicules ou encore des tirs à l'arme automatique pour le centre pénitentiaire de Toulon. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs rendu sur place cet après-midi pour apporter son soutien aux agents. À ce stade, ces attaques, qui semblent avoir été coordonnées, n'ont pas été revendiquées. Selon une source proche du dossier, interrogée par Le Parisien, il pourrait s'agir d'une provocation face à la politique pénitentiaire contre le narcobanditisme du ministre. Et toujours selon Le Parisien, ça pourrait aussi être des raids perpétrés par des groupes d'ultra-gauche. En tout cas, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête, on vous tiendra au courant si on a du nouveau. Quatrième actu, l'Europe a basculé dans l'ère des inondations selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire européen Copernicus et de l'Organisation météorologique mondiale. Toujours selon le rapport, l'Europe est aussi le continent qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète à cause du réchauffement climatique. Alors dans le détail, 45% des journées européennes en 2024 étaient bien au-dessus de la moyenne des températures entre 1990 et 2020 et 12% d'entre elles ont même enregistré des records de chaleur. L'année 2024 a donc été la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Le problème, c'est que cette montée des températures a commencé à modifier le régime de pluie. Ces températures ont mené à scinder l'Europe en 2 blocs, l'un très humide avec des inondations et de fortes pluies à l'ouest, comme en France, et l'autre particulièrement sec à l'est. Au total, en Europe, les tempêtes et inondations de l'année dernière ont affecté environ 413 000 personnes, causant la mort de 335 d'entre elles. Les pertes matérielles liées au phénomène météo sont quant à elles estimées à environ 18,2 milliards d'euros. Cinquième actu, le gouvernement des États-Unis a annoncé ce lundi couper plus de 2 milliards de dollars de subventions à Harvard, l'université la plus prestigieuse du monde, suite à un désaccord. En fait, début avril, le gouvernement de Donald Trump avait transmis plusieurs exigences à la direction de l'université sous peine de couper ses subventions. Parmi elles, il y avait notamment la fin des programmes visant à favoriser la diversité ou encore la modification des programmes qui, je cite, alimentent le harcèlement antisémite. Mais dans une lettre adressée aux étudiants et au corps enseignant, le président d'Harvard a affirmé que l'université, je cite toujours, n'abdiquerait pas son indépendance ni ses droits garantis par la Constitution. Selon lui, je cite encore, aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Donald Trump dénonce une mauvaise gestion d'actes jugés antisémites sur le campus d'Harvard et d'autres universités américaines, où ont notamment lieu des mobilisations étudiantes contre la guerre à Gaza. Et on termine avec cette actu, le groupe Meta, qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp, va entraîner ses modèles d'intelligence artificielle sur les données de ses utilisateurs européens, selon un communiqué de l'entreprise publié ce lundi. Alors attention, les comptes des utilisateurs
utilisateurs de moins de 18 ans, les messages privés et l'application WhatsApp ne sont pas encore concernés. Meta utilisera donc par exemple les publications et les commentaires publics pour entraîner ces intelligences artificielles. La mise à jour devrait entrer en vigueur dans les prochains jours, mais vous pourrez normalement refuser que vos données soient utilisées via une notification proposée sur les applis. À noter que Meta est visée par des plaintes de l'association autrichienne de protection de la vie privée NOIB dans 11 pays européens, mais selon elle, d'autres géants de la tech comme Google et OpenAI, à l'origine de ChatGPT, ont fait la même chose pour rendre leur modèle plus performant dans l'Union européenne. Merci Léa pour ces actualités en bref, et je voulais vous parler du flashback du jour. Il y a 6 ans, le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par un incendie qui a détruit le toit, la charpente et la flèche, qui sont aujourd'hui restaurés. Environ 846 millions d'euros ont été récoltés pour la reconstruction de l'édifice grâce à 340 000 donateurs issus de 150 pays. Depuis sa réouverture le 8 décembre dernier, Notre-Dame de Paris a déjà accueilli 3,58 millions de personnes. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi ces actus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.